Paul Valéry, ce nom, on le connaît, on l'associe tout de suite à une figure majeure de la culture française, un poète peut-être un peu intimidant, une sorte d'icône. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est ce qui se cache derrière cette image officielle. On va voir ensemble que son parcours est tout sauf linéaire. C'est une histoire de silence, de crise profonde et d'une discipline de fer. Bref, partons à la découverte de l'homme derrière le masque. Cette phrase, elle est d'une puissance incroyable, non? Il écrit ça juste au sortir de la Première Guerre mondiale. Et ça sonne de manière quasi prophétique. Ça nous dit tout de suite quelque chose de fondamental sur lui. Cette conscience aiguë que tout ce qu'on croit éternel, solide, eh bien ça peut s'effondrer du jour au lendemain. C'est vraiment la clé pour entrer dans l'esprit de cet homme qui a passé sa vie à sonder la fragilité de son temps. Alors, avant de plonger dans les tourments intérieurs du personnage, il faut prendre un instant pour mesurer sa stature publique. Parce que, soyons clairs, dans la dernière partie de sa vie, Valéry, ce n'est plus seulement un écrivain. Non, c'est carrément une institution. Et quand on dit une institution, le mot est faible. Regardez un peu ça. Il est élu à l'Académie française. D'ailleurs, petite anecdote, pour son discours de réception, il succède à Anatole France et il réussit l'exploit de faire son éloge sans jamais le nommer une seule fois. Du grand art. Ensuite, on crée une chaire spécialement pour lui au prestigieux Collège de France, la chaire de poétique. Et les honneurs s'accumulent jusqu'au sommet. À sa mort, en 1945, c'est le général de Gaulle en personne qui ordonne des funérailles nationales, les toutes premières de l'après-guerre. Ça vous donne une idée du respect qu'il inspirait. Et c'est là que toute l'histoire devient passionnante. Parce que cette gloire, tous ces honneurs, c'est la fin du parcours. Avant ça, pendant des décennies, Valéry est un quasi-inconnu. Alors la question c'est, comment on passe de l'ombre, la plus totale à 50 ans passés, à cette immense célébrité? Eh bien la clé de tout, elle se trouve dans une seule nuit. Une nuit décisive. On arrive ici au cœur du réacteur. C'est le moment charnière, le point de bascule qui va absolument tout changer dans sa vie et dans sa pensée. Un événement tellement fondateur qu'il le considéra lui-même comme sa véritable origine. Comme s'il était né une seconde fois cette nuit-là. Pour bien mesurer la secousse, il faut imaginer le Valéry d'avant. Au début, c'est un jeune poète très talentueux qui fréquente les cercles symbolistes parisiens. Il est même un disciple de Stéphane Mallarmé, le grand maître de l'époque. Il publie ses premiers vers. Bref, tout semble tracé pour une belle carrière littéraire plutôt classique. Et puis, il y a cette fameuse nuit. On est à Gênes. La nuit du 4 au 5 octobre 1892. Il a tout juste 21 ans. Il traverse une crise personnelle, une passion amoureuse qui le dévaste. Et cette nuit-là, il y a un orage. Un vrai orage dehors, mais surtout un orage terrible à l'intérieur de lui. C'est un véritable séisme existentiel qui va tout balayer. Et la décision qu'il prend, au petit matin, est radicale. Il décide de, je cite, « répudier les idoles », lesquelles, celles de la littérature, qu'il trouve trop imprécise, et celles de la passion amoureuse. Il plaque tout pour se consacrer entièrement à ce qu'il appelle la vie de l'esprit. C'est une quête de rigueur absolue, de connaissance de soi. Et pour lui, à ce moment-là, c'est totalement incompatible avec la poésie. Alors, cette décision, on pourrait croire que c'est un coup de tête de jeune homme. Mais pas du tout. C'est le début d'une traversée du désert qui va durer près de 20 ans. 20 ans pendant lesquels Paul Valéry, le poète, va volontairement se taire. Il s'installe dans ce que l'on a appelé son cloître intellectuel. Il trouve un travail de secrétaire qui lui laisse du temps. Et avec ce temps, il s'impose une discipline quasi monastique. Chaque matin, sans exception, avant le lever du soleil, il s'assoit à sa table et il écrit dans son journal intellectuel. C'est ça son véritable travail, secret, quotidien, et il s'y tiendra jusqu'à la fin de sa vie. Et ces cahiers, il faut bien se représenter l'ampleur du projet. C'est monumental, plus de 30 000 pages. C'est son laboratoire secret où il explore absolument tout. Les maths, la philo, le fonctionnement de l'esprit. C'est là, dans l'ombre, qu'il mène sa quête de rigueur absolue. D'ailleurs, il avait cette phrase géniale, il disait qu'après avoir consacré ses heures matinales à l'esprit, il s'autorisait à être bête le reste de la journée. Donc après 20 ans de ce silence public, on pourrait croire que l'histoire est terminée. Personne ne s'attend à un retour. Et pourtant, c'est exactement ce qui va se produire, et de la manière la plus spectaculaire qui soit. L'histoire de la naissance de la jeune Parc est incroyable. Au départ, c'est juste une demande de son ami André Gide. Valéry accepte d'écrire une 30aine de lignes, un peu comme un adieu à la poésie. Mais le projet le dévore. Il y travaille sans cesse pendant 4 ans, en pleine Première Guerre mondiale. Et le petit poème d'adieu se transforme en un monologue monumental de 512 vers, d'une complexité et d'une maîtrise absolument folles. La publication de La Jeune Parc en 1917, c'est un coup de tonnerre. Le succès est immédiat.
immense. Il enchaîne avec un autre grand poème, Le cimetière marin. La consécration est si fulgurante que dès 1921, un référendum littéraire le désigne comme le plus grand poète français vivant. C'est fou, non? L'homme qui avait renoncé à la poésie en est devenu le roi incontesté. À partir de là, sa vie change du tout au tout. Fini le secrétaire anonyme, il devient une figure publique, un poète officiel. On se l'arrache pour des conférences, des préfaces, il est partout. Lui-même reste assez amusé par cette gloire soudaine, mais sa vie a basculé. Il est désormais au centre de la vie intellectuelle française. Mais l'erreur à ne pas faire, ce serait de réduire Valéry à ses grands poèmes. Ce serait passer à côté de l'essentiel, parce que l'homme qui a passé 20 ans à explorer tous les recoins de l'esprit a laissé une œuvre bien plus vaste et diverse que ça. Sa production est immense. Bien sûr, il y a la poésie, c'est le sommet de sa renommée. Mais on trouve aussi des dialogues philosophiques sur le modèle de Platon, où il explore l'architecture ou la danse. Il y a ses essais, comme sa fameuse analyse de la méthode de Léonard de Vinci, et puis ses recueils de réflexion, les regards sur le monde actuel. C'est vraiment l'œuvre d'un penseur total. Et au-delà de l'œuvre, il y a l'homme face à l'histoire. Pendant les années sombres de l'occupation, Valéry fait preuve d'une très grande droiture morale. Il refuse toute collaboration. Et surtout, il y a ce geste fort, en janvier 1941. Il prononce l'éloge funèbre du philosophe juif Henri Bergson. Rendre un tel hommage public à ce moment-là, c'était un acte de courage immense, un véritable acte de résistance qui lui coûtera d'ailleurs son poste. Alors, au final, comment le définir? Est-ce que c'est le poète de la maîtrise absolue? Est-ce que c'est le philosophe qui cherche à comprendre comment fonctionne la pensée? Ou est-ce que le vrai Valéry, c'est celui des 30 000 pages de cahiers, cet esprit pur qui a voué sa vie à une quête de lucidité sans compromis? La question reste ouverte. Et c'est peut-être justement dans cette complexité que réside toute la force de Paul Valéry, et la raison pour laquelle il nous fascine encore aujourd'hui.